Il pleuvait fort dans le royaume d'Inad. La nuit, le prince Adla empaqueta quelques-uns de ses effets personnels de sa chambre royale et partit pour le pays de l'inconnu. La reine, sa mère, pleurait abondamment en regardant son fils partir au milieu de la nuit. Une semaine avant cette nuit, le prêtre Ea avait dit au roi et à la reine du royaume d'Orimolade que l'oracle avait déclaré que leur fils devrait abandonner son titre de prince ainsi que sa richesse et son influence afin de trouver une épouse convenable loin du royaume de son père. Quoi que disent l'oracle et la loi dans le royaume d'Adi, et cela ne ferait pas l'exception. Ainsi, le prince Adla commença son voyage en tant qu'anonyme dans la quête d'une épouse. Le prince Adla était sur la route depuis plusieurs jours, les pieds endoloris et l'estomac vide. Finalement, après des jours de marche, il arriva dans un marché de village animé. L'air était rempli de l'arôme des épices et du son des vendeurs criant leurs marchandises. Adela traversa les marchés, absorbant les vues et les sons, ressentant un mélange d'excitation et de crainte en tant qu'étranger dans un nouveau village. Adela savait qu'il devait trouver du travail pour survivre. Il aperçut un groupe de villageois rassemblés autour d'un vendeur de flocons de manioc, regardant attentivement les ouvriers emballer les flocons de manioc dans des sacs pour la vente. Adela s'approcha d'un des ouvriers et demanda la possibilité d'obtenir un emploi à l'usine de flocons de manioc. L'ouvrier, un jeune homme au grand cœur nommé Ado, prit pitié du prince fatigué et le conduisit au propriétaire. Le propriétaire, une femme d'environ 50 ans, le regarda avec suspicion en se tenant derrière une caisse, alors qu'il se présentait et expliquait sa situation. « Je m'appelle Adé, je suis un voyageur d'un village lointain. Prince Adela mentit, j'ai besoin de travail et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour m'en sortir. » La femme, connue sous le nom de Mama Aer, leva un sourcil à la déclaration d'Adela et demanda d'un ton défiant, « Qu'est-ce qui te fait penser que tu es capable de travailler dans mon usine de manioc ?» Adela redressa son dos et répondit avec assurance, « Je ne suis pas paresseux. J'ai aussi la capacité d'apprendre très vite. Je comprends votre inquiétude, mais je promets que je suis prêt à apprendre et à faire tout le travail que vous exigez de moi. » Mama étudia Adela un moment, évaluant sa sincérité et sa détermination. Finalement, elle hocha la tête. « Très bien, jeune homme, je te donnerai une chance, mais sois averti, le travail est dur et les journées sont longues. Tu devras te prouver si tu souhaites rester. » Adela acquiesça avec gratitude et se mit immédiatement au travail. Désireux de prouver sa valeur, il s'investit dans les tâches qui lui étaient assignées avec vigueur, soulever des sacs de manioc, les moudre en flocons et aider à emballer le manioc pour la vente. Ses mains étaient cloquées et ses muscles endoloris, mais il persévéra malgré la douleur, déterminé à montrer à Mama qu'il était effectivement capable de travailler dur. Mama avait 3 enfants, Yaya, Sandra et Emeka. En raison de la richesse de leur mère, Sandra et Emeka considéraient tout le monde comme inférieur à eux. Ils traitaient les travailleurs de leur mère comme des esclaves, ne se mélangeaient qu'avec les villageois riches et influents et traitaient les pauvres comme des êtres inférieurs. Étonnamment, leur sœur Yaya était très différente d'eux. Elle avait de la compassion et valorisait tout le monde, quelle que soit leur classe ou leur titre. Mama avait tout fait pour changer les mauvaises manières et les vues sur la vie de Sandra et Emeka, mais tous leurs efforts avaient été vains. Après des mois, le prince Adela se retrouva devenu un membre apprécié de l'usine de Mama Aer. Les autres ouvriers commencèrent à le respecter pour son dévouement et son humilité, et Mama elle-même commença à le traiter davantage comme un fils que comme un employé. Mama Aer, étant une femme gentille, servait toujours de la nourriture aux ouvriers chaque après-midi, et l'une de ses filles, Sandra, était responsable de la distribution des repas. Cet après-midi-là, elle avait donné à Sandra des instructions spéciales pour servir le prince Adela, connu d'eux sous le nom d'Adé, avec une portion double de la nourriture à laquelle les ouvriers avaient droit. Mama avait donné cette récompense parce qu'elle était impressionnée par la diligence d'Adela. Cela mit Sandra très en colère, et comme elle était responsable de la distribution des repas, elle décida de ne pas donner de nourriture à Adé du tout. Le prince Adla observa les autres recevoir leur portion du délicieux igname pilé et de la soupe de légumes avec viande de chèvre, et quand ce fut son tour, Sandra lui dit qu'elle n'avait pas de nourriture pour la journée. Elle prétendit que c'était leur mère qui l'avait avertie de ne pas lui servir de nourriture. Prince Adela se demanda ce qu'il avait pu faire de mal à sa mère, mais il ne pouvait penser à rien. Yaya, qui avait tout observé, demanda à sa sœur Sandra quand leur mère avait donné une instruction aussi cruelle, mais au lieu de répondre à la question, Sandra poussa Yaya et lui dit de s'occuper de ses affaires.
Yahya réalisa que quelque chose clochait et décida d'aller demander elle-même à leur mère. Yahya se précipita dans la chambre de sa mère, le cœur battant d'énervement et de confusion. « Maman, est-il vrai que tu as demandé à Sandra de ne pas servir de nourriture à Adé ?» demanda Yahya, la voix tremblante d'émotion. Sa mère leva les yeux, surprise et incrédule. « Quoi ? Non, bien sûr que non. Pourquoi je donnerais une instruction aussi cruelle ?» répondit-elle, les sourcils froncés de confusion. Yahya poussa un soupir de soulagement, reconnaissante que sa mère ne soit pas la personne sans cœur qu'elle soupçonnait. « Dieu merci, je ne pouvais pas croire que tu ferais quelque chose comme ça, » dit-elle, sentant un poids se lever de ses épaules. Juste à ce moment-là, Sandra entra dans la pièce, l'expression coupable. La mère se tourna vers elle, un regard perçant. « Sandra, est-il vrai que tu as refusé de servir de la nourriture à Adé ?» demanda-t-elle d'une voix sévère. Sandra hésita, regardant le sol. « Oui, mère, je l'ai fait », répondit-elle d'une voix à peine audible. Le visage de la mère s'assombrit de colère. « Pourquoi as-tu fait cela ? Qu'est-ce que Adé a fait pour mériter un tel traitement ? demanda-t-elle. Sandra se sentait mal à l'aise, luttant pour trouver les bons mots. « Je ne comprenais pas pourquoi tu semblais toujours favoriser Adé par rapport aux autres ouvriers. C'est juste un serviteur, pourtant tu le traites comme s'il était de la famille, » interrompit-elle. La mère, les yeux écarquillés d'incrédulité, répondit. « Tu penses que je favorise Adé ? C'est absurde. Je le traite avec gentillesse et respect parce que c'est un bon travailleur et un être humain décent. J'attends la même chose de vous tous. Mais mère, tu m'as demandé de lui donner le double de la portion normale de nourriture alors qu'il avait déjà été payé comme les autres ouvriers, » rétorqua Sandra. « Sandra, je t'ai élevé mieux que ça. Tu sais que la gentillesse et la compassion ne sont jamais de mauvais choix. Tu dois t'excuser auprès d'Adé et réparer tes actions immédiatement, » ordonna Mama à sa fille. Mais Sandra refusa, disant qu'elle ne pourrait jamais s'excuser auprès d'un simple serviteur. Sandra quitta la pièce en trombe, les yeux remplis de larmes de frustration et de rage. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère ne pouvait pas voir les choses de son point de vue. Dans son esprit, Adé n'était rien d'autre qu'un serviteur bas et ne méritait pas le favoritisme de leur mère. Sandra confia ses frustrations à son frère, Emeka. Sachant qu'il comprendrait ses sentiments de ressentiment et de colère envers Adé. En tant que membres de la famille, ils avaient toujours trouvé un terrain d'entente dans leur mépris partagé pour ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Lorsque Sandra exprima sa rancœur à Emeka, il écouta attentivement, les sourcils froncés en réflexion. En silence, un plan commença à se former dans l'esprit d'Emeka. Il jura qu'il ne laisserait pas Adé s'en tirer avec ce qu'il percevait comme un traitement de faveur. Il devait lui montrer qu'il n'était rien de plus qu'un serviteur dans leur maison et qu'il devrait payer d'avoir osé croiser le chemin de Sandra. Ensemble, Emeka et Sandra jurèrent de faire de la vie d'Adé un enfer vivant. Ils complotèrent et mirent au point des moyens d'humilier et de dégrader Adé à chaque tournant. Ils prenaient plaisir à son inconfort et à sa misère, se délectant du pouvoir qu'ils exerçaient sur lui. Mais Adé, un homme aimable et travailleur, supportait leur cruauté avec dignité et grâce. Il ne se plaignait jamais ni ne ripostait, choisissant plutôt de se concentrer sur son travail et d'ignorer leurs insultes. Sa résilience ne faisait qu'intensifier la détermination des frères et sœurs à le faire souffrir davantage. Leur détermination à le faire souffrir était évidente dans la manière dont il lui assignait une plus grande partie de la ferme à récolter que les autres ouvriers. C'était une tentative délibérée de l'épuiser et de rendre son travail plus difficile. Pour aggraver les choses, Adé devait porter un nombre élevé de sacs de retour à l'usine, une charge lourde à porter, mais il le faisait sans se plaindre, déterminé à prouver sa valeur malgré la cruauté d'Emeka. Pour ajouter l'insulte à la blessure, lorsqu'il était temps pour les ouvriers de se faire servir leur repas après une dure journée de travail, la sœur Sandra scellait davantage leur méchanceté envers Adé en lui donnant une très petite portion de nourriture. L'injustice flagrante de ce traitement était difficile à supporter pour le prince Adéla, habitué au traitement royal toute sa vie. Mais maintenant qu'il était à TH, il resta stoïque face à l'adversité et se concentra sur sa mission de trouver une épouse selon les directives de l'oracle. Cependant, au milieu de toute cette cruauté et de cette injustice, il y avait une lueur d'espoir sous la forme de Yahya, la sœur d'Emeka. Yahya était une âme gentille et compatissante qui ne pouvait supporter de voir Adé souffrir aux mains de ses frères et sœurs.
Elle venait souvent secrètement chez Adé après la tombée de la nuit, lui apportant de la nourriture supplémentaire qu'elle avait gardée de sa propre portion. Ce petit acte de gentillesse signifiait énormément pour Adé, lui donnant la force de continuer malgré les défis qu'il rencontrait. La gentillesse de Yahya ne s'arrêtait pas là. Elle remarquait également l'impact de la cruauté des Mécas sur le corps d'Adé. Après une journée particulièrement épuisante de récolte de manioc, Yahya visitait secrètement Adé et massait son dos douloureux avec du beurre de karité apaisant. Cet acte simple de compassion apportait à Adé un immense soulagement et du réconfort, lui montrant qu'il n'était pas seul dans ses luttes. Malgré les efforts de Yahya pour aider Adé en secret, il était clair que la situation à la ferme devenait de plus en plus insoutenable. Adé était poussé à son point de rupture par le traitement incessant des Mécas et de Sandra, et Yahya savait qu'il fallait que quelque chose change. Malgré les efforts du prince Adela pour garder son identité réelle secrète, les soins constants et l'affection de Yahya commençaient à briser ces barrières. Ils se rencontraient en secret sous le couvert de l'obscurité pour parler et partager des repas que Yahya avait préparés pour lui. Leur conversation était toujours intéressante et stimulante, le prince Adela se retrouvant à s'ouvrir à Yahya d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble près du feu, Yahya demanda à Adé d'où il venait et à propos de sa famille. Il hésita, incertain de comment répondre. Je ne peux pas te le dire, finit-il par dire, évitant le regard de Yahya. Yahya sentit son hésitation et ne le poussa pas pour obtenir plus d'informations, sachant qu'il partagerait avec elle quand il serait prêt. Mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus derrière son histoire. Au fil des jours, Yahya et Adé se rapprochèrent de plus en plus. Ils passaient des moments ensemble dès qu'ils le pouvaient, toujours attentifs à éviter la détection par les frères et sœurs de Yahya. Malgré les risques, Yahya et Adé ne pouvaient nier leurs sentiments croissants l'un pour l'autre. Ils étaient des esprits apparentés, connectés par un lien profond qui transcendait leurs différences de statut. Yahya voyait la bonté dans le cœur d'Adé, tandis qu'Adé trouvait la sérénité et la compréhension dans la présence de Yahya. Un jour, Yahya et Adé se rendirent dans la forêt pour profiter d'une journée paisible, cueillant des fruits dans les environs abondants. Le soleil brillait de mille feux, projetant une lueur chaleureuse sur le feuillage vibrant qui les entourait. Les rires de Yahya remplissaient l'air alors qu'elle cueillait des fruits mûrs des branches, ses mouvements agiles passant de l'un à l'autre avec aisance. Soudain, le ciel s'assombrit, des nuages menaçants s'amoncelant au-dessus d'eux. Adé leva les yeux avec inquiétude, observant l'orage qui se préparait. « Nous devrions rentrer, dit-il, mais ces mots furent coupés par les premières gouttes de pluie tombant avec une force qui les surprit tous les deux. Adé se précipita pour trouver de grandes feuilles afin de les abriter brièvement de l'averse. « Je vais chercher des feuilles plus grandes, cria-t-il par-dessus le rugissement du vent et de la pluie, se précipitant dans les broussailles épaisses. Un bruit soudain et anomalistique résonna dans l'air. Yahya se figea, le cœur battant dans sa poitrine, les yeux écarquillés cherchant la source du bruit. Dans la lumière tamisée filtrant à travers les feuilles, elle vit une grande forme sombre se dirigeant vers elle. La panique la saisit lorsqu'elle réalisa qu'il s'agissait d'un buffle sauvage aux défenses luisantes sous la pluie. Sans hésitation, Yahya descendit précipitamment d'un arbre et se mit à courir. Le sol de la forêt était traître, la pluie transformant le sol en une boue glissante. Elle trébucha, ses jambes s'emmêlant dans les racines, le bruit des sabots résonnant derrière elle. Poussée par la peur, elle courait aveuglément entre les arbres, son souffle se coupant dans sa gorge. Juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir courir, elle trébucha et tomba, dévalant une pente raide avant que tout ne devienne noir. Adé, luttant pour tirer de grandes feuilles des branches, s'arrêta brusquement, son cœur battant fort alors qu'il entendait le cri frénétique de Yahya suivi des sabots d'un buffle sauvage. Yahya hurla, sa voix engloutie par le vent et la pluie. Il courut vers le son, désespéré. Il atteignit l'endroit où il l'avait laissée, mais elle avait disparu. Il la chercha, appelant son nom, sa voix brisée par les cris, « Yahya, où es-tu » La pluie était maintenant torrentielle, le sol de la forêt glissant. Il chercha pendant des heures, ses forces diminuant à chaque instant qui passait. Il trouva des empreintes menant dans la dense végétation, mais elles s'estompaient, perdues dans la terre trempée par la pluie. Pendant ce temps, dans le village, Sandra, la sœur aînée de Yahya, se préparait à assister à un festin le lendemain. Elle alla donc chercher ses affaires dans la chambre de Yahya et remarqua que sa sœur était introuvable.
Où est Yaya? Demanda-t-elle à sa servante, fronçant les sourcils d'inquiétude. Les servantes, deux jeunes filles qui avaient toujours été proches de Yaya, hésitèrent, échangeant des regards nerveux et murmurant des excuses, mais refusèrent de répondre directement aux questions de Sandra. « Parlez » demanda Sandra d'une voix basse et grondante. « Où est ma sœur ?» La peur finit par les submerger, et elles bafouillèrent qu'elles ne savaient pas et que Yaya était sortie avec Adé. La colère de Sandra s'enflamma, elle ne pouvait pas croire que sa sœur était sortie avec Adé. Elle éclata de rage, sa voix résonnant à travers le village. Leur frère, Emeka, accourut, surpris par l'urgence dans sa voix. « Qu'y a-t-il, Yaya » demanda-t-il. « Il l'a emmenée dans la forêt et n'est pas revenu. »« Ils sont partis depuis ce matin » répondit-elle, les yeux flamboyants de colère. Les yeux d'Emeka s'écarquillèrent de choc. « Nous devons les trouver » dit-il d'une voix ferme. Emeka rassembla 5 de leurs gardes, et ensemble, ils partirent à la recherche de Yaya et d'Adé dans la forêt. Dès qu'Emeka et les gardes entrèrent dans la forêt pour chercher sa sœur, Mama Aer rentra à la maison après le mariage de la fille de son ami. Sandra informa sa mère avec un dégoût évident qu'Adé avait kidnappé Yaya et qu'Emeka était parti la chercher. Mama Aer s'assit, son esprit gonflé de confusion et d'inquiétude. Elle avait confiance en Adé, il avait toujours été un bon homme à ses yeux. Mais maintenant, sa fille Yaya avait disparu, et la seule personne à blâmer était Adé. Comment cela était-il possible? Y avait-il quelque chose qu'elle ne savait pas à son sujet? Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de trahison, à la fois par Adé et par son propre sens du jugement. Les paroles de Sandra résonnaient dans son esprit, sa voix remplie de dégoût et de colère envers Adé. Mama ne pouvait ignorer le fait que sa fille n'aimait pas Adé, mais elle ne pouvait pas non plus laisser cela obscurcir son jugement. Elle devait rester objective et découvrir la vérité derrière la disparition de Yaya. Pendant ce temps, dans la forêt, Adé continuait de chercher Yaya. L'obscurité l'enveloppait comme un manteau, son cœur battant de peur et de désespoir. Il ne pouvait supporter l'idée de perdre Yaya ou de ne jamais revoir son sourire. Quelques minutes plus tard, il la trouva enfin. Elle était inconsciente sur le sol de la forêt, une vision qui brisa son cœur en 1000 morceaux. Sans hésiter, Adé ramassa Yaya dans ses bras. Elle était toujours inconsciente. Il ne savait pas depuis combien de temps elle était là, seule et vulnérable dans la nature impitoyable. Il devait la mettre en sécurité, la ramener à sa famille où elle appartenait. Alors qu'il avançait à travers la forêt, son esprit était rempli de culpabilité et de regret. Comment avait-il pu échouer à protéger Yaya, la seule personne qui se souciait autant de lui dans ce village? Juste au moment où il pensait ne plus pouvoir supporter ce fardeau, il les vit, Emeka et ses gardes, leurs silhouettes se découpant dans la forêt. Le soulagement inonda les veines d'Adé, mêlé à la crainte de ce qui allait suivre. Alors qu'Emeka s'approchait, son visage était un masque de fureur et de rage. Adé sentit un frisson parcourir son échine. Sans un mot, Emeka ordonna à l'un de ses gardes de prendre Yaya des bras d'Adé. Adé regarda impuissant sa précieuse Yaya être emmenée, sa forme disparaissant dans l'obscurité. Son cœur se serra de douleur si profonde et si intense qu'il pensait qu'il pourrait l'engloutir entièrement. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, le poing d'Emeka s'abattit sur son visage, le projetant au sol. Le sang coula sur lui, comme si Emeka avait attendu cette opportunité et avait survécu à chaque instant pour frapper Adé à coups de poing. Emeka avertit Adé de rester loin de sa famille, promettant de lui faire endurer pire s'il osait montrer son visage dans leur maison à nouveau. Il le donna une dernière fois et partit, laissant le prince faible et incapable de se tenir debout jusqu'à l'aube. Plus tard dans la journée, le prince Adéla se faufila dans le village et demanda à l'une des servantes de Yaya des nouvelles de sa condition. La servante lui dit que Yaya avait déjà repris conscience mais qu'elle se reposait actuellement. Le prince se sentit soulagé et pensa qu'il était temps de retourner dans le royaume de son père, car au fond de lui, il sentait qu'il avait déjà trouvé ce qu'il recherchait depuis longtemps. Après s'être suffisamment reposé, Yaya retrouva toute sa force. Après sa guérison, la première personne à qui elle demanda à sa mère était Adé. Mama lui dit qu'Adé l'avait abandonnée dans la forêt selon son frère. Yaya ne crut à rien de tout cela. Sa mère avait appelé Emeka, et il avait répété la même chose, disant qu'il l'avait trouvée inconsciente dans la forêt avec Adé, mais nulle part d'autre. Yaya ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait de sa mère et de son frère.
Je pourrais croire la personne en qui je me suis toujours fiée et pour qui j'ai tant pris soin m'a abandonnée dans la forêt? Cela n'avait tout simplement aucun sens. Elle avait toujours ressenti une connexion spéciale avec Adé, un lien qui allait au-delà de la simple amitié. Il avait été là pour elle quand elle avait besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un sur qui s'appuyer, et maintenant il était parti sans laisser de traces. Alors que Yaya cherchait Adé dans leur lieu de rencontre habituel, un sentiment de désespoir et de confusion l'envahit. Où pourrait-il être allé? Pourquoi m'abandonner ainsi? Se demanda-t-elle. Elle se souvenait de tous les moments qu'ils avaient passés ensemble, riant et partageant des secrets sous l'ombre du vieux chêne. Il lui était difficile d'accepter qu'il ait pu disparaître sans un mot. Sa sœur Sandra, quant à elle, était moins sympathique face à la détresse de Yaya. Elle ne comprenait pas pourquoi Yaya avait mis autant de confiance en quelqu'un comme Adé, un simple serviteur dans leur village. « Tu es folle de croire cet homme », disait Sandra en raillant Yaya pour sa naïveté. « Nous t'avons dit de rester à l'écart de tels individus », ajouta-t-elle, se moquant de l'innocence de Yaya. Mais Yaya ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur tiraillé entre la réalité de l'abandon d'Adé et les souvenirs de leurs moments passés ensemble. Après plusieurs jours de voyage, le prince Adéla arriva enfin dans son royaume. Il avait affronté de nombreux obstacles et défis lors de son voyage, mais maintenant il était de retour au palais de son père. En approchant des portes du palais, il avait l'air fatigué et sale de son long voyage. Les gardes aux portes ne le reconnurent initialement pas dans son état déguisé, mais lorsqu'un d'eux réalisa enfin qui il était, il cria d'excitation que le prince était de retour. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le palais, et la reine, sa mère, se précipita pour accueillir son fils. Des larmes remplissaient ses yeux alors qu'elle voyait à quel point il était maigre et fatigué. Elle l'étreignit fermement, soulagée qu'il soit rentré sain et sauf. La réunion entre la reine et le prince fut émotive, toutes deux pleurant de joie d'être réunies après si longtemps. Après le choc initial et la joie de son retour, les servantes apportèrent suffisamment d'eau pour que le prince Adéla prenne son bain et se nettoie. Elles lui apportèrent des vêtements propres et frais dignes d'un prince, et il se sentit rajeuni après son long voyage. Alors qu'il s'asseyait pour manger son premier vrai repas en plusieurs jours, il raconta l'histoire de ses voyages à ses parents. Le prince Adéla leur parla des défis qu'il avait affrontés, des épreuves qu'il avait surmontées et de la façon dont il avait finalement trouvé la femme que son cœur recherchait. Elle s'appelle Yaya et elle a capturé mon cœur dès le premier regard. Elle est gentille et très compatissante, dit le prince Adéla à ses parents. Le roi et la reine écoutèrent attentivement l'histoire de leur fils, hochant la tête en comprenant, tandis qu'il expliquait comment il avait trouvé son véritable amour. Le prêtre, une figure vénérée dans le royaume qui communiquait avec les dieux, fut convoqué pour confirmer la validité de la déclaration du prince Adéla. Après avoir consulté l'oracle, les prêtres déclarèrent que Yaya était en effet celle choisie pour le prince par les dieux. Cette révélation apporta un sentiment de soulagement et de joie à la famille royale, sachant que leur fils avait trouvé son âme sœur. Le roi ne perdit pas de temps pour faire des plans pour l'avenir de son fils avec Yaya. Il ordonna au prince Adéla de se reposer et de récupérer de son long voyage, puis de rassembler un groupe de gardes et d'apporter des cadeaux et des trésors au clan familial de Yaya. Le but était de montrer du respect à sa famille et de la ramener au palais pour rencontrer les futurs beaux-parents du prince. Alors que le prince Adéla se préparait pour son voyage vers le village de Yaya, il ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'excitation et d'anticipation. Il savait que sa vie était sur le point de changer de manière qu'il n'avait jamais imaginée et il était impatient de commencer son nouveau chapitre avec Yaya à ses côtés. La pensée de la revoir et de pouvoir enfin la tenir dans ses bras le remplissait d'un désir ardent. Les jours se transformèrent en semaines et Yaya cherchait désespérément Adé. Elle passait des heures à parcourir la forêt, appelant son nom dans l'espoir qu'il l'entende, mais il n'y avait aucune réponse, aucun signe de lui nulle part. Les villageois commencèrent à parler, colportant des rumeurs sur la folie de Yaya et la trahison d'Adé. Mais Yaya resta déterminé à le trouver, à le confronter et à découvrir la vérité derrière sa disparition. Un après-midi, dans le village de Yaya, un sentiment de curiosité et d'émerveillement emplissait l'air alors que les villageois observaient environ 15 gardes royaux escortant un char royal dans leur humble village. Les villageois chuchotaient entre eux, spéculant sur l'identité du visiteur royal. À l'intérieur du char, la vue des gardes royaux et de la majestueuse carrosserie attira l'attention de tous dans le village, qui attendaient avec impatience la révélation de l'identité du visiteur.
Les gardes royaux et Adé s'arrêtèrent devant le complexe de Mama cet après-midi-là. Mama était en train de calmer Yaya, lui disant d'arrêter de chercher Adé et de passer à autre chose dans sa vie, lorsque l'un des gardes informa Mama qu'elle avait un visiteur. Mama et Yaya allèrent voir qui était le visiteur et, à leur grande surprise, il s'agissait d'Adé. Cependant, ce qui les choqua encore plus fut l'apparence d'Adé. Il était vêtu d'un vêtement coûteux orné de perles complexes, paraissant propre et séduisant. Yaya ne pouvait pas croire ses yeux alors qu'elle regardait avec admiration Adé, qui semblait s'être transformé en une personne complètement différente. Juste au moment où Yaya allait parler, son frère, Emeka, son expression mélancolaire et surpris à la vue d'Adé, affirmant qu'il l'avait averti de ne plus jamais mettre les pieds dans leur domaine. Sans hésiter, Emeka s'avança vers Adé et cria « Je me demande d'où tu as volé tout cela. Tu es un voleur, tu ne peux pas me duper. » Ses yeux étaient remplis de rage avant que quiconque ne puisse intervenir. Emeka attrapa un pot d'huile rouge depuis la terre et le versa sur la tête du prince Adela dans un mouvement rapide et choquant. Yaya et sa mère crièrent pour qu'il arrête, mais il était trop tard. Emeka avait réussi à intimider et humilier le prince devant tout le monde. Les gardes royaux saisissaient immédiatement Emeka, mais le prince Adela leur ordonna d'arrêter. Alors que l'huile rouge séchait sur le visage et les vêtements du prince Adela, il resta calme et impassible. Il prit un moment pour se ressaisir avant de tenter d'expliquer la situation à Yaya et à sa mère. Il clarifia sa gorge et commença à parler, sa voix calme et assurée malgré l'humiliation qu'il venait de subir. « Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis, mais plutôt un prince déguisé en mission de grande importance. Mon nom est le prince Adela, héritier du trône du royaume d'Oradé. J'ai dû renoncer à mon statut de prince pour trouver une épouse, comme l'a indiqué l'oracle de mon pays. C'est une tradition que chaque prince de mon pays suit avant de se marier. » Le prince Adela expliqua, « Maman, tu ne m'as montré que de la compassion, même lorsque tu pensais que j'étais qu'un pauvre serviteur. En effet, ta gentillesse brille intensément à travers ta fille Yaya, et si tu me le permets, j'aimerais qu'elle devienne ma fiancée. » Mama, Yaya et Emeka furent surpris d'entendre cette révélation. « Tu es un prince et ton nom est Adela, pas Adé ?» demanda Yaya d'une voix tremblante. Le prince Adela hocha la tête. « Nous étions amis et tu as gardé cela secret, » répondit Yaya. Prince Adela s'excusa auprès d'elle et de sa mère pour la tromperie. Pendant ce temps, Sandra arriva de chez son ami et Emeka lui expliqua tout en chuchotant passionnément, se demandant comment il pouvait être sûr qu'il était vraiment un prince. Sandra dit haut et fort avec une expression malveillante sur le visage, « Adela », signala Adela à l'un des gardes royaux qui présenta le bâton royal du roi devant eux. Tous les hommes se prosternèrent immédiatement et les femmes s'agenouillèrent devant le bâton, répétant tous le même mot, Kabi, la manière dont les rois sont salués. Voir le bâton symbolisait voir le roi, et c'est alors que Sandra et Emeka commencèrent à paniquer parce qu'ils avaient peur que le prince Adela ne se venge pour la façon dont il l'avait tant intimidé. « Si tu m'aimes autant, alors pourquoi m'as-tu abandonné dans la forêt ? Est-ce ainsi que tu traites les personnes que tu aimes ?» Prince Adela fut surpris d'entendre cela de la part de Yaya. « Je n'ai pas fait une telle chose, ma chère. C'était ton frère. » Avant que le prince ne puisse terminer sa déclaration, Emeka intervint et expliqua à Yaya et à sa mère comment il avait menacé le prince Adela de ne jamais revenir dans leur domaine et avait menti en disant qu'il avait laissé Yaya seul dans la forêt. Yaya se fâcha beaucoup contre son frère, mais le prince Adela la supplia de laisser tomber. Il ordonna à ses gardes d'apporter les nombreux cadeaux que le roi avait envoyés à Mama et ceux qu'il avait apportés pour Yaya. « Tu m'as montré de l'amour quand je n'avais rien. Tu m'as protégé de la méchanceté de ceux qui me détestaient. Tu n'as pas honte d'être avec moi, » dit Prince Adela. « Comment ne pas t'aimer ?» répondit Yaya. Prince Adela parla avec assurance. Yaya ne pouvait que sourire et ils se serrèrent passionnément dans les bras. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez apprécié, je suis sûr que vous aimeriez aussi celle-ci où elle retrouve Louis et découvre l'infidélité de son mari avec sa sœur. Merci de votre écoute, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À la prochaine, au revoir.